Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du mardi 5 novembre 2024. Dans les actualités de ce soir, la fermeture du dépôt de fûts lourds au niveau du GRT de Touamasne pour cause de travaux de maintenance est à l'origine de l'intensité des coupures d'électricité ces derniers jours. La JIRAMA, le ministère des Énergies et des Hydrocarbures ainsi que la compagnie pétrolière Jovena sont en train de résoudre le problème. Selon les consignes du président de la République la semaine dernière, les centrales de production doivent être opérationnelles à 100% depuis cette semaine. Le nombre de camions transportant le carburant sera porté à 20 dans le but de réduire la coupure d'électricité à 80% d'ici une semaine, selon les informations dans ce reportage sur les images d'Nzaran Jansou. Les coupures d'électricité se sont intensifiées ces derniers jours dans la capitale. Cette situation est due à la fermeture temporaire du dépôt de fûts lourds au GRT de Touamasne pour cause de travaux de maintenance, ce qui a entraîné la réduction du nombre de camions qui transportent le fût lourd qui alimente les groupes électrogènes d'Abomey-Namboule. En effet, seulement 5 camions étaient en service en fin de semaine, selon les explications. Cependant, selon les directives du président de la République, qui est de faire fonctionner ces groupes électrogènes fonctionnant en fût lourd et gasoil à 100%, la JIRAMA est en train de résoudre le problème selon son directeur général. Les TAC fonctionnant en gazole sont déjà en service, même s'ils sont budgétivores, et après avoir résolu le problème d'approvisionnement en fût lourd, le délestage devrait être réduit d'ici quelques jours, soutient Ron Weiss, le directeur général de la JIRAMA. La compagnie pétrolière, travaillant avec la JIRAMA, a confirmé avoir trouvé une solution en augmentant à 20 le nombre de camions transportant du fût lourd. Il assure que les délestages seront résolus à 80% d'ici une semaine, car cette entreprise dispose d'un stock allant jusqu'à 23 000 mètres cubes. Toutefois, aujourd'hui, il y aura entre 14 et 15 camions dépotés. Et au fur et à mesure, on va arriver au nombre de 20 camions nécessaires par jour à Tana pour réduire, sinon éliminer totalement le délestage. Donc d'ici une semaine, donc les instructions données par son Excellence seront bel et bien réalisées, c'est-à-dire réduction totale de délestage à Tana. Sachant que le produit est disponible à Tamatave. Nous, Jovena, de notre côté, nous avons pris toutes les dispositions pour avoir actuellement 21 000 mètres cubes et une quantité qu'on n'avait jamais importée dans le passé parce que l'étiage n'avait jamais été ce qu'il est aujourd'hui. Donc, et nous avons aussi pris les dispositions pour commander davantage de HFO pour faire face donc à cette période d'étiage. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures étudie de près également les solutions pour aider à la production d'électricité au niveau du réseau interconnecté d'Antananarive, ou RIA. Cela se fera selon les instructions du président, comme l'a confirmé aujourd'hui le ministre. En résumé, les solutions proposées par les responsables pour la réduction du délestage à plus de 80%, voire totalement supprimées, notamment entre 6h et 22h, à savoir les groupes fonctionnant en fût lourd ou HFO, doivent être fonctionnels à 100% comme ceux fonctionnant en gasoil ou LFO. La quantité de carburant sera portée à 450 000 litres contre 250 000 à 300 000 litres par jour auparavant et le nombre de camions transportant le carburant de Touamasne à Antananarive sera porté à 20 par jour. Et toujours dans ce cadre de la lutte contre les coupures de courant, face au problème justement actuel, il faut chercher des solutions autres que les matières premières déjà existantes et les énergies renouvelables pour produire de l'électricité. Madagascar possède encore des matières premières exploitables telles que l'uranium qui peut produire de l'énergie nucléaire, laquelle peut être une alternative aux solutions actuelles. C'est l'un des sujets qui seront également abordés lors de la journée nucléaire qui se tiendra les 7 et 8 novembre à l'INSTN à Panjinum. Reportage toujours sur les images de Nzaran Jansou. Notre sous-sol renferme des minerais comme l'uranium, notamment dans la partie sud de la Grande Île. Cette ressource stratégique est l'une de celles qui peuvent être exploitées pour fournir de l'énergie nucléaire afin de pallier au manque d'électricité dans notre pays. Malgré l'existence des énergies renouvelables, il est inévitable de chercher d'autres matières premières compte tenu du changement climatique qui cause actuellement des dégâts majeurs.
De ce fait, on ne peut pas compter éternellement sur les énergies renouvelables et les fuels lourds pour la production d'électricité et la situation va encore s'aggraver d'ici quelques années si nous ne trouvons pas d'autres solutions, selon des experts malagasy. L'une des solutions proposées par ces derniers est l'exploitation de l'énergie nucléaire. Cette solution peut répondre pleinement aux besoins énergétiques du pays car elle peut produire plus que ce dont les Malgaches ont besoin. Le but est d'alterner les sources d'énergie pour éviter de tels problèmes en utilisant la technique des énergies mixtes. Ainsi, des présentations et des informations sur l'énergie nucléaire seront proposées à travers les journées nucléaires les 7 et 8 novembre à l'INSTN à Panjinobi. Dans la page économique de ce soir, la Banque centrale reprend l'achat d'or pour sa réserve d'or. Cependant, l'or monétaire ne restera pas dans le pays mais sera envoyé dans des banques étrangères et vendu sur le marché international pour contribuer à la stabilité de la monnaie malgache selon le gouverneur de la Banque centrale. Reportage signé Ruth Christelle Rakut-Malal et Yves Janel. La valeur de la réserve d'or de Madagascar est d'environ 74 millions de dollars, car jusqu'à présent, cette réserve est constituée d'une tonne d'or. Une quantité relativement faible et qui n'a guère d'impact sur la stabilité de la monnaie, a déclaré le gouverneur de la Banque centrale. C'est la raison pour laquelle la Banque centrale reprend l'achat d'or actuellement. Cet or sera déposé dans des banques étrangères et vendu sur le marché international. Cependant, il reste toujours la propriété de Madagascar. Par ailleurs, la Banque centrale continue de vendre de l'or sous forme de pièces de 50 ariars au prix de 12 millions d'ariars. L'achat de ces pièces est avantageux car le prix de l'or est toujours en hausse à l'échelle internationale. Selon les chiffres d'aujourd'hui, une once d'or coûte 12 562 000 ariars. Dans l'actualité de ce jour également, les activités judiciaires se sont poursuivies ce matin malgré l'appel fait par le syndicat des magistrats de Madagascar pour une suspension générale des activités à l'issue d'une assemblée générale tenue hier. De son côté, le ministère de la Justice a réaffirmé dans un communiqué sa fermeté en matière de respect de la politique de discipline, soulignant que la suspension de 4 juges dans l'exercice de leurs fonctions était justifiée. Toujours un reportage de Ruth Christelle Rakut-Malal et Yves Janel. Dans le cadre des règles régissant le système judiciaire, des sanctions sont appliquées aux juges fautifs dans l'exercice de leurs fonctions. La décision revient au ministre de la Justice. La semaine dernière, 4 juges ont été suspendus. 3 avaient en charge des affaires de viol, dont une affaire tragique ayant entraîné la mort d'un enfant de 8 ans. Et un autre magistrat a été suspendu suite à la décision qu'il a prise concernant une affaire d'attaque à main armée avec meurtre. Les activités se sont déroulées normalement ce matin pour l'intérêt des usagers. Des magistrats ont quand même tenu une grève en soutien à leur père. Le syndicat a également menacé le ministre de la Justice qu'il ne devrait plus prendre de telles décisions durant son mandat ministériel. Il est à noter que la suspension des 4 juges a été décidée après des plaintes émanant des citoyens et des inspections menées par des bureaux spécialisés mandatés pour enquêter, comme l'a précisé le ministère de la Justice. Ces 4 juges passeront devant le CODIS en une session à huis clos. Toutefois, ils peuvent se faire assister par un avocat ou un membre du syndicat. Le ministère souligne que sa porte est ouverte pour les décisions afin d'améliorer le monde de la justice. Dans un tout autre sujet, le projet de loi sur la ratification du financement de l'aménagement du flyover Maki a été approuvé ce jour par les députés. Un accord de financement entre la République de Madagascar et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, ou BADEA, pour la réalisation du projet flyover Maki. Les travaux débuteront bientôt et seront achevés d'ici 2028, selon les explications du ministre des Travaux publics. Ce projet de loi passera par la suite devant les sénateurs jeudi. Par ailleurs, l'appel d'offres relatif à l'aménagement du flyover à Nozad sera relancé d'ici la fin de cette année, d'après toujours le ministre des Travaux publics. En effet, l'entreprise pour les travaux retenue pour les travaux après le premier appel n'a pas satisfait aux critères de la BADEA qui finance le projet.
Toujours dans cette page sociale, les dépôts de médicaments assurent l'approvisionnement en médicaments dans les endroits les plus reculés de Madagascar. Cependant, il existe encore des vendeurs illégaux de médicaments qui leur font concurrence. Des solutions sont proposées par le ministère de la Santé publique. Une réunion de tous les gestionnaires de dépôts de médicaments dans tout Madagascar aura également lieu les 7 et 8 novembre prochains. Khadr Mananzatouf nous en dit plus. Il existe environ 1400 dépôts de médicaments enregistrés légalement au sein de l'association, selon les dernières statistiques du ministère de la Santé publique et du GPRO-DMM, ou le groupement des gestionnaires professionnels de dépôts de médicaments à Madagascar. Ces membres qui sont répartis sur toute la grande île garantissent l'approvisionnement en médicaments, surtout dans les endroits reculés de l'île. Cependant, il existe encore des vendeurs informels qui leur font concurrence. Une discussion avec le ministère de la Santé publique concernant leur activité et leurs problèmes a déjà eu lieu. Les gestionnaires des dépôts de médicaments de toute la grande île tiendront également une assemblée générale à Antananarivo les 7 et 8 novembre. Au programme, une formation liée à la gestion et sur les impôts. Dans les actualités diverses de ce soir, des dizaines de personnes vivant dans la commune d'Ampar se retrouvent actuellement confrontées à des problèmes fonciers. Selon leurs témoignages, à l'origine du conflit, des locations qui ont ensuite été suivies par une appropriation illégale des terrains par ces locataires. Toujours selon leurs déclarations, le maire de la commune et le chef de Fukuntagne seraient de mèche avec ces spéculateurs fonciers, au point que lors du passage de notre équipe de journalistes sur place, le chef de Fukuntagne a même fermé les portes de son bureau pour nous éviter. Reportage signé Routsistel Rakout Malal sur les images d'Yves Janel. Les habitants de la commune d'Ampar, dans le district Soave-Nadjin, subissent depuis plus de 10 ans les conséquences d'un réseau de voleurs de terrain. Selon leurs plaintes, ce réseau bénéficie de la complicité des autorités locales, en particulier du chef de Fukuntagne et du maire, qui sont accusés de fermer les yeux sur ces abus. L'un des victimes de cette situation est Fidèle, qui a hérité de terres de ses parents. Il explique que ses frères et sœurs héritiers ont chacun vendu leur part du terrain, mais qu'il a gardé sa part. Plus tard, un tiers a volé sa part et a réussi à borner son terrain et y a même construit une maison. Sozo, un autre habitant, raconte une histoire similaire où il a vu ses droits fonciers bafoués, tandis que la corruption et les manipulations de terrain prolifèrent dans cette région. Le cas Delphine est également révélateur des abus auxquels les habitants sont confrontés. Elle a perdu son procès en justice après qu'une personne ayant loué son terrain a frauduleusement fait inscrire celui-ci à son nom. De même, Jojo a loué son terrain à sa sœur pour y installer une entreprise, mais il s'est retrouvé dans une situation similaire de dépossession. Ces témoignages illustrent les difficultés quotidiennes des habitants de la commune d'Ampar face au vol de terre et à la complicité de certaines autorités locales. Les habitants se disent désespérés par la corruption qui règne dans cette localité et ils appellent les autorités compétentes à intervenir pour résoudre ce problème. Le président de la République a déjà promis qu'il ne tolérerait pas les vols de terre et que les coupables seraient sévèrement punis. Les habitants d'Ampar espèrent ainsi que cette promesse sera tenue. Le maire, étant en pleine campagne électorale, a démissionné de son poste et son adjoint nous a reçus déclarant ne pas être au courant des faits. Par contre, le chef Fukuntagne a fermé son bureau dès qu'il nous a aperçus. Dans les actualités internationales de ce soir, aux États-Unis, le camp du candidat républicain Donald Trump ne cesse d'affirmer que les démocrates se livraient déjà à des fraudes et trichent dans le processus électoral des États clés. Les précisions d'un correspondant de France 24 à Palm Beach. Elle s'annonce très longue et pour cause, l'équipe de Trump a déjà prévenu qu'il n'hésiterait pas à contester les résultats de cette élection. Alors, on vient de l'entendre dans le reportage, Donald Trump a fini sa campagne dans le Michigan hier comme il l'avait fait précédemment en 2016 et 2020. Il veut afficher un certain optimisme. Nous allons ramener l'Amérique et le monde vers de nouveaux sommets. Et ces équipes de campagne aussi affichent la confiance depuis quelques jours. Ils sont notamment en train d'observer la majorité silencieuse, les votes dans les comtés ruraux très
serait favorable aux républicains. Vous l'avez dit, hein, Donald Trump passe la journée ici dans son siège. Je me trouve juste devant Mar-a-Lago, sa résidence, où il sera en famille aujourd'hui. Il vote d'ailleurs ici à Mar-a-Lago et ensuite la soirée électorale se tiendra de l'autre côté de la rive au Convention Center de Palm Beach. A priori, exactement, l'État devrait être acquis à Donald Trump, comme c'est le cas depuis 2012. 2012, c'était la dernière fois qu'un démocrate avait gagné. Depuis, Donald Trump l'a emporté systématiquement. Il l'a emporté avec 51% lors de la dernière élection présidentielle. Mais il y a d'autres enjeux importants en Floride qui seront largement observés, notamment deux référendums, dont l'un sur l'avortement. Ici, en Floride, pour l'instant, la durée légale d'avortement est ramenée à 6 semaines depuis le renversement de l'arrêt Roe versus Wade par la Cour suprême américaine, et les démocrates ont mis dans le ballot, comme on dit ici, deux référendums. L'un donc pour constitutionnaliser dans la constitution de l'État l'avortement et renverser cette loi, et un autre sur la marijuana récréative pour la rendre légale. Alors pourquoi ont-ils fait ça, les démocrates? Bien sûr pour pouvoir tout simplement revenir à un délai d'avortement normal, mais également pour mobiliser leurs troupes. Ils le savent, ils vont grâce à ces deux référendums réussir à mobiliser des gens qui ne sont pas allés voter en 2020, qui ne sont pas allés voter en 2016. Ils espèrent dès lors creuser un peu moins l'écart vis-à-vis des républicains. Je vous le rappelle, la Floride qui pendant longtemps était un swing state, mais c'est sans compter la campagne faite par le très conservateur Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui a même utilisé les agences de l'État pour convaincre les électeurs de ne pas voter ces référendums. Pour l'emporter, il faut que 60% des électeurs votent pour. Restant toujours au niveau de ces élections aux États-Unis, vote, décompte, grands électeurs, partis démocrates ou républicains, comment fonctionne l'élection présidentielle aux États-Unis? Le point avec France 24. Aux États-Unis, l'élection présidentielle est un duel en 51 manches. 51 pour les 50 États, plus la capitale fédérale, Washington. Dans chaque État, les Américains n'élisent pas directement Donald Trump ou Kamala Harris, mais des grands électeurs représentant leurs deux partis. Ce sont eux qui désignent ensuite officiellement le nouveau président. Lorsqu'un parti arrive en tête dans un État, même de justesse, il remporte l'ensemble de ses grands électeurs, comme s'il inscrivait des points. 538 grands électeurs au total, le premier candidat à 270 a gagné. Selon leur population, les États n'ont pas le même poids dans le scrutin. 54 grands électeurs en Californie, 3 dans le Delaware par exemple. Avec ce système, il arrive que le vainqueur ait obtenu moins de voix sur l'ensemble du pays. Comme en 2016, quand Donald Trump avait battu Hillary Clinton, seul compte le nombre de grands électeurs. De nombreux États votent presque toujours pour le même parti. Le Texas est républicain depuis 1980. Ce sont donc les quelques États où le résultat est incertain qui font basculer l'élection. Géorgie, Wisconsin, deux des fameux swing states, le cœur du suspense. Toujours à l'international, partant présent au Sénégal, de retour d'Arabie Saoudite et de Turquie, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est monté créneau. Il a condamné la violence politique lors de la campagne électorale des législatives du 17 novembre au Sénégal. Il qualifie les attaques verbales et physiques d'inadmissibles et affirme que les responsables répondront de leurs actes devant la justice. Reportage de France 24. Discours d'apaisement du président Bassirou Diomaye Faye à la une de plusieurs quotidiens ce matin. Le journal L'Enquête titre à sa une « Diomaye délimite son territoire » au moment où le quotidien national Le Soleil met en exergue cette citation. Les responsables vont devoir assumer. Bassirou Diomaye Faye prônant que la justice fasse son travail sans parti pris. Il dit, je cite, qu'il n'est inadmissible qu'un camp quel qu'il soit, puisse s'en prendre à un autre. Bassirou Diomaye Faye prônant que les confrontations d'idées puissent prévaloir sur la violence. Il faut dire que cette première semaine de campagne électorale a été marquée par plusieurs épisodes violents, des convois politiques attaqués, un siège d'une coalition d'opposition incendié. Si les différents candidats des 41 listes rivales de ces législatives continuent de sillonner le pays à la rencontre des électeurs, deux hommes se détachent. L'actuel Premier ministre Ousmane Sonko et le Premier ministre sous le régime de Macky Sall, Amadou Ba. Ousmane Sonko a estimé dans un meeting dans le sud-est du pays que Amadou Ba et le régime sortant n'ont rien fait à Kédougou, Salémata, deux localités du sud-est du pays,
Amadou Ba répond en disant qu'ils ont laissé des projets dans les tiroirs que le régime actuel n'a qu'à exploiter. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous car dans quelques instants, vous allez suivre votre film Des Art. Sur ce, c'est bonne soirée sur Viva et au revoir.